Le temps ne sait pas faire silence. Il fait tout le temps son important. À bien y regarder, le temps n'est peut-être qu'un poème oublié dans l'espace. Il faut donc de temps en temps parler de littérature et parler du temps. On ne sauvera le réel qu'à coups de mots. Aujourd'hui, je vous présenterai un poète qui fabrique des poètes. Je vous présenterai un écrivain qui est né en Haïti, comme si naître en Haïti serait comme naître ça et là dans le monde. Je vous présenterai Rodney Saint-Éloi. Rodney, bonjour Angelo. Quel temps il fait en ce bon matin? Un temps de poésie. On va entrer dans un temps de poésie. Merci pour cette introduction. En fait, ce poème oublié. Et puis, on est toujours dès qu'il s'agit de mots, dès qu'il s'agit de poésie, on est toujours dans la fabrique de la vie, et de la fabrique du quotidien, mais aussi de la fabrique de la beauté. Donc, c'est important ce temps de poésie. Ce temps de poésie nous rappelle à nous-mêmes, nous rappelle à ce qu'il y a de plus humain en nous, nous rappelle à l'essentiel. Donc, c'est pourquoi j'écris. C'est pourquoi je suis dans une pirogue, en train d'avancer. Justement, dans cette pirogue, vous dites l'amour est un malentendu d'adulte. Est-ce que vous voulez dire par là qu'on ne peut jamais vraiment aimer, dans le sens où l'acte d'aimer serait hors des possibilités naturelles de l'homme? En fait, c'est ton interprétation, mais il peut y avoir des milliers d'interprétations. Moi, le poème ne m'appartient pas. Le poème appartient à celle et à celui qui le lit. Donc, pour ma part, je pense que tout est malentendu, puisqu'on est dans un espace de tension. L'espace du poème, c'est un espace de grand conflit. Je ne suis pas dans une perspective programmatique. Je ne programme absolument rien. Les mots me viennent et je ne sais même pas si ces mots-là sont de moi. Le mot malentendu, c'est ce qu'on vit tous les jours. On vit des malentendus, mais la seule chose qui est fondamentale à savoir, c'est la nécessité de l'amour, c'est l'urgence de l'amour. L'amour, il est en nous, il est partout. Comme le dit si bien Francis Cabrel, je pense que l'amour est partout. Et à chaque recoin, partout où on passe, partout quand je regarde le ciel étoilé, je vois de l'amour. Quand je regarde le sourire d'un enfant, c'est l'amour. Quand je vois une rivière qui coule, ça c'est de l'amour. Mais c'est un malentendu par rapport à la dureté du quotidien, par rapport à la dureté de la vie. C'est un malentendu d'adulte, mais c'est un malentendu nécessaire pour vivre. C'est important de regarder l'autre, c'est important d'être dans une douce altérité. Donc l'amour, ça peut être un malentendu, mais c'est un beau, très beau malentendu, c'est un beau paradoxe. Est-ce qu'on peut aimer en dehors des pirogues? Et non, je pense qu'on doit aimer dans la pirogue, parce que la pirogue nous mène quelque part. L'amour nous conduit. L'amour, c'est un chemin. En fait, je veux dire, dans ma poésie, l'amour nous conduit vers l'autre. L'amour nous conduit vers quelque part, vers le soleil, vers les rêves. En fait, sans amour, les êtres humains sont complètement nuls. L'amour, c'est comme une espèce de vitamine. C'est comme une espèce de vitamine. Ça vous donne... En fait, l'amour vous autorise à exister. Donc, l'amour donne de la lumière au poème. Donc, je pense que c'est important. Même quand c'est dur, le poème peut être dur, le poème peut... Mais il faut du soleil, je suis comme une plante. Que fait une plante? La plante cherche le soleil, la plante cherche la direction du soleil. Vous avez une maison, il y a une plante, et vous voyez la plante elle-même se dirige vers la fenêtre, et la plante regarde le ciel. Je pense que l'être humain, ce mouvement hiératique, comme les danseurs nous le montrent si bien, ce mouvement qui n'entre pas dans le sol, mais ce mouvement qui nous libère
de nous-mêmes, qui nous libère de notre propre orgueil, qui nous fait regarder une certaine éternité. Et c'est fondamental, c'est essentiel. Et c'est grâce à l'amour, on arrive à ce don de soi et on arrive à ce dépassement de soi. Ce dépassement de soi n'est-il pas une velléité dans le sens où, lorsqu'on aime, on essaie quand même de ramener l'autre à notre mesure. On essaie toujours, lorsqu'on aime, de faire de l'autre un territoire que nous maîtrisons. On veut toujours ramener l'autre à notre niveau. Est-ce qu'on l'aime en faisant ça? Et on ne peut qu'aimer que dans la liberté. On ne peut aimer que dans la liberté de l'autre, la liberté de nous-mêmes. Donc la possession, ça peut être le contraire même de l'amour. C'est un malentendu. Quand on aime, il faut libérer ses propres orgueils, ses propres tentatives suicidaires. Il faut se libérer de sa propre mégalomanie, il ne faut pas éteindre l'autre. On aime l'autre pour qu'il grandisse, on aime l'autre pour qu'il reste cette lumière qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin. Et si c'est un territoire à conquérir, on est plus dans la guerre que dans l'amour. Donc c'est pourquoi la pirogue nous amène quelque part, on ne sait pas où. Et l'amour ne parle que son propre langage, on ne sait pas où on peut aller. Et c'est pourquoi la poésie, en fait, est quelque chose de... La poésie est essentielle dans toute vie, puisque la poésie nous met dans la complexité des choses humaines. Donc, comme on parle de l'amour, la poésie nous met dans la complexité de cette altérité-là. Comment peut-on partager la tendresse? Comment peut-on aimer sans faire de mal? Et c'est difficile parce que quand on aime, c'est des sentiments violents en eux-mêmes, c'est un torrent, c'est un volcan, donc c'est un ouragan, c'est comme un séisme d'amour. Donc ça fait beaucoup de tapage, ça fait beaucoup de bruit, ça peut faire beaucoup de mal. Et bon, je pense qu'il faut aimer même mal. Et c'est essentiel d'être là, d'être dans cet état brûlant qui nous fait nous dépasser. Je remarque dans ta poésie, Rodney, beaucoup de pudeur, presque de la précaution quand tu parles de l'amour. Jamais l'amour ne rentre dans le lieu du corps, dans la nudité de l'autre. Il y a une économie dans ce propos. Vous n'êtes pas dans la proximité physique. Est-ce que pour vous, l'amour peut exister, ne serait-ce que dans vos poèmes? Est-ce que l'amour peut exister en dehors de l'union physique? Eh bien, je suis peut-être dans la discrétion, mais la proximité, je pense que j'en veux. Je pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est la rencontre, l'altérité. C'est peut-être le respect de l'autre. C'est peut-être le chemin vers l'autre. Il y a un chemin. Je suis plus intéressé à traverser le chemin avec l'autre. Je suis peut-être moins pressé à la consommation, aux membres qu'à ce être qui est plutôt projeté dans un horizon. Donc l'être est projeté dans un horizon, donc on est comme dans un cerf-volant, on est comme dans un paysage, on est comme dans une découverte, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va découvrir. Donc il y a vraiment un espace contemplatif, comme tu l'as si bien dit d'Angelo, donc il y a un espace contemplatif, et je pense que cet espace contemplatif préserve aussi l'amour dans la durée. Donc c'est peut-être ce grand respect de l'autre, cette idée de l'autre qui est quelque chose de comme une grande lumière, et cette peur de toucher au feu. Parce que l'autre est définitivement une idée aussi dans ton poème. On voit l'autre quelque part dans un corps, mais il est surtout une idée. Mais l'autre est toujours une idée, parce que l'idée qu'on se fait de l'autre, qu'on écrit de l'autre, l'idée, cette manière d'habiter l'autre est mon idée de l'autre. En fait, l'autre peut être complètement différent de ce que je crois être. Donc je suis dans une multitude de l'autre, c'est-à-dire que cet autre n'est jamais le même, ni n'est jamais la même. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention. Donc je suis dans un regard. Donc le poème est un regard sur l'autre, mais l'autre, ça peut être les autres, ça peut être les idées de l'autre, ça peut être ce besoin de communion, ce serrement de cœur, ce serrement de main,
c'est-à-dire ce besoin de tendresse qui est un besoin profondément humain. Mais on est dans une conjugaison, c'est une conjugaison très lente des corps, mais aussi des yeux, mais aussi du chemin. On est en train de marcher. Et j'aime beaucoup quand le poème se promène, quand le poème entre dans le paysage, quand le poème construit et déconstruit le paysage. Et l'autre, est-ce qu'il peut être multiple? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs autres en même temps? Mais l'autre est multiple, l'autre est toujours multiple, l'autre est toujours multiple, l'autre ne peut pas être réduit dans son étroitesse, c'est-à-dire que l'autre, ça peut être le ciel, ça peut être la terre, on travaille beaucoup avec les éléments, ça peut être l'eau, Ça peut être trois femmes en même ça peut temps? être la terre. En fait, je ne multiplie pas, je dis pas, je ne réduis pas ça au niveau de la quantité de femmes, la quantité d'êtres, mais il y a dans une femme toutes les autres femmes. Il y a dans le regard d'une femme le monde entier. Il y a la terre, il y a le ciel, il y a la mer. C'est ça, donc il faut dépasser le côté primaire, le côté homme, femme, le côté possession. Donc oublions la possession et parlons de manière absolue de l'amour. Ça peut être l'amour de la montagne, ça peut être l'amour de la rivière, ça peut être l'amour de la mer, l'amour d'un pays, l'amour d'un enfant. Donc en fait, c'est dans la démultiplication qu'on peut être heureux, qu'on peut vivre cet amour-là. Mais jamais dans l'étroitesse d'une pensée qui restreint ni la géographie, qui restreint le corps, qui restreint la pensée. Est-ce qu'on peut aimer l'autre sans une perspective de retour de cet amour? Est-ce qu'on peut aimer à sens unique? Est-ce qu'on peut dire à l'autre, j'aime tellement que tu ne m'aimes pas. Je t'aime, ça me suffit. Mais aimer, c'est une perspective, c'est une idée de soi, c'est une invention de soi. En fait, quand je dis je t'aime, c'est-à-dire que en fait, la réciprocité n'est pas nécessaire. N'est pas nécessaire, je parle de mon propre lieu, du lieu de mon corps. Donc, je ne conçois pas que ça doit être une histoire partagée ou une histoire à partager. C'est un vœu, c'est un désir. On est dans l'ordre du désir. Ouais. Donc, ce tu, c'est Eliot qui disait, je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les connais pas. Donc, et ce tu-là à tout ce que j'aime, tu vois, donc je pense qu'on ne peut pas aimer une seule personne parce qu'il y a toutes les autres personnes dans une personne. Dans ce recueil de poèmes, J'ai un arbre dans ma pirogue, il y a beaucoup d'énoncés définitifs qui traversent le livre. Il y a des phrases qui sont restées en moi pendant longtemps. Une phrase comme « C'est ainsi que commence toute révolte dans le retournement des choses apprises ». Comment les sujets que nous sommes peuvent retourner les choses apprises? Comment contourner ce socle éducatif qui nous a formatés et qui détermine notre vision du monde? Je pense qu'une chose que la poésie nous met dans le renversement, on est dans une quête de sens. On a introduit de nous, on nous a éduqués avec un certain nombre de sens. On nous a dit ce que c'est que l'amour, ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'école, ce que c'est que l'université, ce que c'est que le mariage, ce que c'est que la mort. On ne nous a pas appris à regarder par nous-mêmes. On ne nous a pas appris à redéfinir par nous-mêmes les choses. Donc la vie commence quand on peut retourner les choses, quand on peut regarder par notre propre manière, quand on peut dire voilà la vie que moi j'aimerais bien mener, voilà ce que j'appelle vivre, voilà ce que j'appelle mourir. Donc, parce qu'il y a tellement d'idées reçues et on pense que ce sont nos idées, mais on tourne en rond avec des idées qui ne sont pas faites pour nous, avec des idées qui ne sont pas nous-mêmes. Les idées, des fois, on les représente très mal parce que ce ne sont pas nos idées. Donc le retournement des choses, donc je pense que c'est un juste retour des choses. Et dans un ordre purement poétique, on ne fait que ça. La poésie ne fait que réactiver un certain nombre de sens qu'on avait longtemps refoulés. La poésie ne fait que
en fait, que dynamiser un corps oublié, dynamiser un certain nombre de désirs qu'on croyait perdus, dynamiser un regard que l'on croyait ne pas avoir. La poésie nous illumine, la poésie nous rend beau, au sens où on peut, avec la poésie, rallumer les étoiles. On porte en nous une lumière. Dès qu'on dit, et c'est Aimé Césaire qui définissait la poésie comme magie, moi je le crois. Je crois que en disant la pluie, c'est en disant le mot pluie que la pluie existe, que la pluie se mette à tomber. En disant le mot fleur, c'est en disant le mot fleur, je peux fermer les yeux et voir tous les jardins du monde. Donc c'est en nommant les choses qu'elles existent. Oui, et c'est ça la magie. Les choses n'existent quand on les nomme. Quand on dit jardin, et puis je vois partout le jardin. Et là, quand je dis le ciel, je vois le ciel et je vois aussi les étoiles. Et là, ça serait le point de vue de Fernando Pessoa qui dit « les choses n'ont pas de signification, elles ont une existence ». Et toujours dans la logique de « j'ai un arbre dans ma pirogue », Rodney dit « toute parole est atroce au jour, tant les gestes suffisent ». Par rapport à ce qu'on vient de dire là, sur le fait de nommer les choses, là, vous êtes en train de camper le geste comme l'ultime instance qui permettrait de saisir les choses définitivement. Des fois, il y a un geste. Je pense à un geste que dans le livre Cahiers de retour au pays natal de Aimé Césaire, il y a cette femme debout, cette jeune femme debout qui urine debout. Et puis quand je vois ça, l'animalité subite de cette femme, etc. Donc cette femme qui prend sa robe et qui écarte sa robe et debout, qui fait pipi. Et c'est une image. Et c'est ce geste-là, et tu vois l'effort de Césaire pour traduire cette animalité subite, alors que cette animalité subite se passe dans un fragment de seconde. Et sans interpellation, donc il y a des gestes en soi qui suffisent, il y a des gestes en soi qui sont complètement poétiques. On parlait d'un enfant comme le rire d'un enfant, c'est quelque chose de majestueux. C'est un coucher de soleil, c'est quelque chose de majestueux. Un arbre, vous êtes auprès d'un arbre, vous touchez un arbre, c'est quelque chose de majestueux. Mais Rodney, pourquoi tous ne parvenons pas à faire de ces phénomènes des faits de langage? Pourquoi on n'est pas tous poètes? Mais on n'est pas tous poètes parce qu'on n'arrive pas en fait à dépasser le geste pour entrer dans les mots. Parce qu'il y a les gestes, il y a les mots, il y a les choses et les mots. Ça, c'est Michel Foucault. Il y a les choses et les mots. Et les mots sont nécessaires pour nommer les choses. En fait, dans une perspective illusoire, utopique, poétique, donc les mots sont avant les choses. Mais on peut retourner la question en disant « et les choses ». Des fois, vous voyez un ciel, et puis vous regardez la mer. Comment dire la mer? Est-ce que vous voyez, donc, la mer a sa propre épopée. Est-ce qu'on écoute l'épopée de la mer? Alors, ce qu'il y a, c'est que tout le monde arrive à saisir cette épopée. Tout le monde arrive à saisir, comme l'aurait dit Euripide, le rire innombrable de la mer. Mais il est le seul à pouvoir dire ça. Oui. Donc, mais ce ce qui fait rire que... innombrable de la mer est là. Quand on est, c'est-à-dire c'est une évidence. Euripide n'a fait que traduire une évidence. Mais quand vous êtes auprès de la mer, vous voyez le grouillement de la mer. Vous voyez quand vous êtes par exemple à Jacmel, on le dit si bien en créole, sur l'emmec frappé. Ok, l'emmec frappé. Donc tu vois, donc déjà dans le créole, ça traduit le rire innombrable de la mer. En fait, tout ce qu'il y a dans le poème, c'est le mot innombrable. Parce qu'on savait le rire de la mer, les bruits, etc., cette sauvagerie, cette mer sauvage, cette mer frappée. Vous voyez donc, en fait, tout ce qu'il a trouvé, c'est un mot très simple. C'est le rire innombrable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas compter, c'est le rire innombrable de la mer. Là, vous voyez tous les flux, tous les reflux, et la magie, c'est que grâce à ce mot, vous vous sentez
dans cette mer-là. Et toute mer devient innombrable. Entre le mot et la syntaxe, Rodney, qu'est-ce qui fait la poétique? Qu'est-ce qui est plus essentiel à la poétique? Le mot et la syntaxe. Et c'est une question que moi je ne me pose pas, j'écris. Donc il y a des mots que se posent, des questions que se posent les intellectuels, c'est-à-dire c'est peut-être après, mais quand j'écris pour évacuer en moi un certain nombre de tourments. J'écris parce que je ne peux faire autrement qu'écrire ce que je sens. Hier je parlais à un ami qui me disait qu'il a été étonné dans un livre que j'ai écrit, Récitatif au pays des ombres, où je disais qu'il fallait foutre la mer dehors. J'étais en train de définir les îles et j'ai trouvé que le problème avec les îles, c'est la mer. Parce qu'on a défini une île comme une terre entourée d'eau de tous les côtés. Et puis je me suis dit, mais dans une démarche d'altérité, pour rencontrer l'autre, pour marcher sans handicap, pour ne pas être bot people, peut-être que ce serait mieux s'il n'y avait pas la mer. Si on peut foutre la mer dehors et marcher sur les îles, on ferait comme Moïse qui fendait les eaux. On n'aurait pas besoin de fendre les eaux, on se promènerait. Est-ce que vous voyez? Donc ça change la démarche. Et ça changerait la démarche. Et on peut marcher jusqu'à Florida, on peut marcher, aller partout dans le monde, parce qu'il y a la terre est ferme, on peut nomadiser. Mais comme on est entouré de la mer de tous les côtés, donc l'île peut être une prison. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on parlait de retournement des choses. Donc je pense que, et là, j'ai été comme en éveil. Quand je suis en train d'écrire, j'arrive à dormir très très peu et je dors très très mal parce que je suis habité par ces mots. Je suis habité par ce désir d'écriture. Donc, je ne sais pas, c'était comme un rêve. C'était comme si j'avais une équation à résoudre. Et j'ai trouvé un algorithme. C'est comme si j'avais trouvé un algorithme qui allait changer le monde. Et cet algorithme, c'est qu'il y a un problème grave avec mon île, c'est-à-dire Haïti, parce qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'une île. Et dans l'algorithme, c'est foutre la mer dehors. Ça, c'est une formulation majestueuse et c'est définitivement rentrer dans la logique des Lumières, explorer les impossibilités du langage. Mesdames et messieurs, nous prenons une courte pause. Nous vous retournons tout à l'heure. Je suis provisoire, mon amour. Travaillons sur l'énoncé dans le travail de Rodney. Comment les phrases viennent-elles à Rodney Saint-Éloi? Mais spontanément, je ne demande pas aux phrases de venir, les phrases viennent par avalanche. Et puis je les accueille. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent, mais il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est-à-dire les phrases viennent et des fois elles ne viennent pas. Et quand elles viennent, elles sont bien accueillies. Quand elles ne viennent pas, on attend. Il faut vraiment, je pense que dans le travail de la sérénité et de la patience, je travaille vraiment dans la sérénité et de la patience. Et j'ai un âme dans ma pirogue, c'est drôle. J'étais dans une résidence d'écriture en Amazonie. En Amazonie, c'était sur le fleuve Amazonie. J'étais à Saint-Laurent, entre le Brésil, le Suriname et la Guyane. Donc j'étais en pleine Amazonie, donc je circulais en pirogue sur l'Amazonie. Donc j'étais complètement avec des peuples différents, des peuples qui vivent dans la montagne, dans la forêt. J'étais complètement dans un autre temps, dans un appel au temps qui est différent, parce que quand tu vis sur une pirogue, pratiquement, tu es dans l'eau. Pratiquement l'univers que tu connais, c'est un univers d'eau, et tu regardes la forêt. Et ça fait que c'est les éléments qui te viennent, les éléments t'envahissent. C'est quand tu es sur une pirogue, tu ne sais pas, parce que le vent peut t'emmener n'importe où. Et je pense que il y a là où il y a quelque part où le hasard peut lui-même gérer les choses. Des fois, on pense qu'on est obligé de gérer la vie, on est obligé de dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Et on oublie qu'il y a une part d'insaisissable, qu'il y a une part où le sujet et l'objet émergent malgré nous et souvent sans nous. Et c'est ça l'état de la poésie, c'est que tu ne sais pas. C'est un état d'inconscience, mais d'inconscience pour aller vers la lumière. La pirogue, elle mène vers une géographie brille où il y a 8 millions de ressentiments, 8 millions de républiques, 8 millions de palais d'égout. Oui, je suis un petit peu... J'étais en Amazonie, j'ai pris de la distance. Distance par rapport à Montréal, là où je vis, distance par rapport à Haïti, mon pays. Et c'est drôle parce que quand je disais aux gens, je rentre chez moi, et chez moi c'était trouble parce que moi c'était dans ma tête, c'était Montréal. Et les gens pensaient que c'était en Haïti. Les gens me disaient, dis bonjour aux Haïtiens, à nos amis haïtiens. Ok, mais je savais qu'ils parlaient d'Haïti. Et moi, j'allais à Montréal. Donc j'étais dans la confusion. Donc quand je dis je suis provisoire, mais je suis vraiment un être provisoire. Parce que quand je suis à Montréal, on me regarde comme quelqu'un qui passe et qui va retourner en Haïti. Quand je suis en Haïti, les gens me disent, quand donc tu repars? Tu vois, mais c'est pas gentil. Donc, je suis dans un non-lieu. Effectivement, je suis dans un non-lieu. Donc, c'est un lieu d'inconfort. C'est un lieu où je n'ai... C'est un lieu intéressant aussi parce qu'on parlait de l'espace poétique comme un lieu de conflit. Donc, mon corps est devenu l'objet d'un conflit. C'est comme si je suis un être je suis entre les frontières. Je suis complètement entre les frontières. Donc, je n'ai pas de manière... Et dépendamment de là où je suis, et j'écris différemment là où je suis, qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, là, maintenant. Donc, il y a en fait dans la poésie que je tente de faire quelque chose qui me rapproche de moi-même. Et la géographie, elle est présente, elle est fondamentale parce que nous sommes toujours d'un lieu. Et moi, je suis d'un lieu qui s'appelle Haïti. Et je vis à Montréal et je voyage partout dans le monde, donc je prends distance par rapport à mon propre pays. C'est une douleur, donc prendre distance par rapport à mon propre pays. Et de temps en temps, j'écoute une chanson haïtienne, j'oublie le nom, qui dit « Pays pape, c'est cham-cham, c'est chocolat, c'est etc. » C'est une chanson qui montre tous les signes d'Haïti. Et quand on vit loin, on se sent comme si on avait trahi quelque chose, comme si on avait trahi tout ça. Et quand j'ai parlé de ces 8 millions de républiques, c'est que j'ai l'impression que chaque Haïtien a en tête une république. Chaque Haïtien brise l'île. C'est une manière de vivre dans l'île en démultipliant les républiques. Donc il n'y a pas une république, une et indivisible. Chaque Haïtien a dans sa tête une république. C'est pourquoi c'est un problème quand on dit élection en Haïti. C'est un thème qu'on devait bannir poétiquement. Quand on parle d'élection, si tous les Haïtiens pensent qu'ils doivent être candidats, on ne peut pas faire des élections. Qui va voter? S'il y a 10 millions de présidents, 10 millions de gens qui vont tous être présidents, donc il n'y a pas de gens qui vont... Il n'y a pas de gens qui vont vers les urnes parce qu'ils sont tous... Ils vont voter pour eux-mêmes. Est-ce qu'on nous aurait mal appris la démocratie? Est-ce que ce serait pour cette raison-là qu'on serait dans ça comme réalité politique? Moi, je ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Ce que je sais plutôt, c'est le vivre ensemble. Je ne pense pas que la démocratie soit, en fait, peut résoudre tous les problèmes d'Haïti. La démocratie, c'est un chemin, mais il y a nécessairement d'autres chemins à inventer. Et je pense que la démocratie, en fait, ne peut pas être imposée. La démocratie doit être trouvée dans un dialogue, dans un vivre ensemble. Et comme c'est un débat collectif, donc faire politique, c'est-à-dire être en quête d'une certaine citoyenneté. Donc, et c'est une montée en humanité. Mais on ne peut pas avoir une montée en humanité quand on détruit géographiquement, quand on brise l'île. Parce que détruire, en fait, avec 10 millions de voix,
on perd la voix, on passe à côté de nos cris, on passe à côté de nous-mêmes, on passe à côté de notre être, on passe à côté de notre géographie. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de cris, mais on a l'impression qu'il y a un carnaval de cris. Et dans ce carnaval de cris, aucune voix ne se détache. J'aimerais pouvoir écouter une chanson. J'aimerais pouvoir être dans une douce chanson qui m'amène vers la mer, vers un jardin, vers le passé, vers le présent, et qui me dit que l'avenir est possible. Le monde est le lieu d'élection du poème. Le poème tire son propos du monde. Pourquoi le poème contemporain haïtien ne saisit pas notre drame démocratique? Ou bien pas suffisamment? Je ne sais pas si c'est le rôle de la poésie de saisir le drame démocratique. En fait, il y a une détresse politique en Haïti. Une détresse politique. On est passé de Duvalier, Aristide et puis tous les autres jusqu'à Martelly. On voit une espèce d'insuffisance. C'est-à-dire que les sujets politiques et les discours politiques ne peuvent rien débloquer. On sent qu'il y a une impasse. On ne sait pas que faire, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment offrir une petite lueur, une petite parcelle de lumière. On ne sait pas comment faire avancer, comment déplacer même une pierre. Donc on sent qu'il y a une pesanteur historique. Dès qu'on dit politique, on a l'impression que c'est devenu très très lourd à porter, très très lourd à vivre. Donc il faut redéfinir le mot politique, il faut redéfinir aussi la chose politique. C'est pourquoi la poésie, elle est fondamentale. La poésie, elle est fondamentale parce que si les politiciens ne savent pas que poésie, ça veut dire entrer dans une nouvelle humanité, créer une humanité. Un monde parallèle. Créer un autre monde. C'est possible. L'idéal de la poésie, c'est quoi la poésie? C'est changer la vie. Et c'est intéressant parce que depuis Rimbaud, le rôle assigné à la poésie, c'est de changer la vie avec les mots. Et les politiciens pensent que leur rôle serait de changer la vie des gens, la vie de la communauté, la vie du collectif. Mais ils n'y sont pas parvenus. Au contraire, la poésie arrive à regarder. La poésie arrive à constater cette détresse, constater cette déchéance. Moi, je pense que la poésie contemporaine haïtienne, elle hurle des fois, elle hurle. Mais le rôle de la poésie, ce n'est pas d'accompagner les politiciens. Le rôle de la poésie, au contraire, c'est de dépasser cet espace d'emboubrement. Parce qu'il y a une espèce, c'est très boueux, c'est très marécageux. Tu vois, la politique, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'enthousiasme, alors qu'on a besoin d'élan dans la poésie. Et quand je lis ce qui se passe ici dans la poésie, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est différent, quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle création du monde. Et c'est un lieu pour moi important. Oné, si quelqu'un vous dit que dans les faits, sur le concret, la poésie ne fait que contempler les choses et qu'il y aurait seulement l'action politique qui permettrait de véritablement changer le cours de la vie. Qu'est-ce que l'écrivain que vous êtes allait répondre à ça? Non, je pense qu'il n'y a pas de révolte sans chant de révolte. Il n'y a pas de révolution sans chant. Il faut, en fait, le mot électrise. Le mot a quelque chose de fondamental parce que le mot permet de mieux cerner la chose. Et comment dire demain s'il n'y a pas une chanson? Comment dire, en fait, quand on est face à l'extrême, il y a toujours une chanson. Et c'est la chanson qu'il faut chercher. Et c'est cette chanson que nous offrent les mots, que nous offre la poésie. Donc, il y a l'action politique d'une part, c'est une chose importante, l'action politique, une action concertée, une action forte, puissante. Mais par rapport à cette action politique, il y a une poétique de l'action. Et cette poétique de l'action, c'est comment illuminer cette action, comment ajouter la lumière à l'action.
comment mettre de la beauté dans cette création. Puisqu'on peut vouloir créer des villes, en fait, on peut vouloir créer des villes, on peut vouloir organiser une société, mais comment organiser la beauté dans cette société? Comment organiser la fluidité dans cette société? Comment organiser le bonheur dans cette société? Et donc, les poètes ne peuvent pas mener l'action politique. Mais il y a des poètes qui tentent de le mener. Il y a beaucoup de poètes qui passent nécessairement à la politique, pas parce qu'ils pensent que les mots sont insuffisants. Il y a souvent une détresse en disant que bon, il faut prendre le fusil, il faut avancer. C'était un temps où l'action révolutionnaire était quelque chose d'essentiel et le pouvoir politique était quelque chose d'essentiel. Mais là, on a vu comment les mots peuvent, en fait, et comment les mots peuvent nous aider à nettoyer, à dépoussiérer l'histoire, à mieux regarder le... Moi, je suis un être qui vit de mots et de grands silences aussi, mais de mots, de mes mots et des mots des autres. Je mange les mots, je lis et je vis dans les mots. Et je pense que c'est important d'élargir son corps, soit en lisant, soit en regardant. J'ai parlé au départ d'altérité, mais on ne peut pas grandir, il ne peut pas y avoir de projet politique sans cette grande force qui est altérité. Comment comprendre l'autre? On ne peut pas donner à l'autre si on ne comprend pas. On ne peut pas donner à l'autre s'il n'y a pas un désir de dialogue. Et ce qu'on peut donner, le vrai don qu'on peut faire à quelqu'un, c'est le don de la beauté et de l'élégance. Et ça, c'est la poésie. Absolument, c'est l'une des fonctions de la poésie. Oui. Et J'ai un arbre dans ma pirogue, il y a une phrase qui m'a dérangé, Rodney. Vas-y. Le désespoir, quoi qu'on dise, n'est pas un péché. J'ai toujours cru que le désespoir était toujours un péché. Dans les péchés capitaux, je ne vois pas le désespoir. Dans les péchés capitaux, le désespoir n'est pas un péché puisque, en fait, le désespoir, c'est un état. Mais n'oublie pas que l'être humain est un être de paradoxe. Et c'est Emily Dickinson qui disait, en fait, on connaît le plein quand on connaît le vide. Quelqu'un qui ne connaît pas et le vide ne peut pas savoir ce que c'est que le plein. Quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, l'abandon ne peut pas savoir ce que c'est que la chaleur de l'amitié, de la solidarité. Donc, vous voyez, donc, en fait, nous évoluons dans des univers de paradoxes. Le désespoir est adossé au bonheur. Le désespoir nous rappelle que le bonheur existe. Le désespoir serait nécessaire au bonheur? Pas nécessaire, mais je dis adossé. Adossé dans le sens où plus le désespoir est grand, plus le sursaut peut être intéressant. C'est comme un peuple, vous regardez un peuple comme notre peuple, comme en Haïti, vous voyez qu'il y a de grands désirs de jouissance, partout des rires, partout du soleil. Donc il y a quelque chose qui se bat contre ce désespoir. Il n'y a pas de détresse, il y a un désespoir. Et il y a quelque chose de l'ordre de comment, en fait, demain, qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que les enfants grandiront avec la santé? Est-ce qu'il y a tellement de questions qui se posent et tellement de réponses qui manquent à ces questions-là, et facilement on passe à l'imaginaire. Ça veut dire, je pense à cette mère de famille qui a des enfants et qui est seule, qui les élève et qui est dans une situation désespérante et qui garde le sourire. Et c'est comme si le sourire est d'autant plus vrai, le sourire est d'autant plus nécessaire que cette mère de famille n'a d'autre chose à donner à ses enfants que cette élégance et ce sourire. On va supposer que au commencement, le désespoir n'existait pas.
Qui a fabriqué le désespoir? Mais les êtres humains fabriquent tout, de grand comme de... On a tout inventé. On a tout inventé. On a inventé le canon, on a inventé... On a inventé la mort. On a inventé la mort. On a inventé la la mort. guerre, absolument. On s'est donné la mort, on l'a inventé. Des fois, on choisit, des fois, on a inventé la mort, on a inventé la guerre. Si vous voyez, on a inventé l'amour aussi. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que les choses ne sont pas... Les choses sont toujours, en fait, avec leur contraire. Les choses ne sont pas seules. On ne peut pas... Donc, il y a un clin d'œil de l'un à l'autre. Donc, c'est l'un versus l'autre. Donc, à savoir que la pauvreté côtoie toujours la richesse. Il n'y a pas de création de richesse sans création de pauvreté. Comment changer ça, Rodney, pour que tout le monde puisse être riche, tout le monde puisse être Mais bien? je pense que tout le monde est riche, c'est qu'ils ne le savent pas. Tout le monde est riche d'une certaine richesse. C'est-à-dire que le riche peut être très pauvre parce qu'il y a tellement de choses que le riche n'a pas le temps. Souvent, le riche manque de temps et le pauvre a trop de temps. Est-ce que vous voyez, le riche a beaucoup de... Le riche peut consommer beaucoup, mais il n'a pas d'appétit. Le pauvre ne peut pas consommer, mais il a un grand appétit. Est-ce que vous voyez les contradictions? Et on est dans ces contradictions et c'est la vie. C'est comme ça que ça évolue. Donc on ne peut pas agir sur cette fatalité. Oui, mais on peut questionner comme on le fait, on peut questionner. Il s'agit effectivement de réfléchir comment changer la vie. Moi, je me pose la question, comment je peux ajouter du plaisir, comment je peux ajouter de la joie. Est-ce que la poésie peut suspendre les inégalités? Mais non, la poésie ne peut pas suspendre les inégalités. Mais la poésie, le rôle de la poésie, c'est de déplacer Cité Soleil à Pétionville. La poésie, donc, on est dans l'imaginaire. Oui. Le rôle de la poésie, c'est d'offrir au petit gars de Cité Soleil, à la petite fille de Cité Soleil, une berceuse. Et ça, c'est important, parce que cet enfant-là n'a pas eu de berceuse. Et là, je pense au poème pour la petite prostituée d'Anakil, toi qui n'avais pas 16 ans, et que les blancs pervers gavaient d'années de whisky, dans une fumée de Casablanca. Donc, tu vois, donc, voilà, offrir la dignité à cette fille noire. Nous sommes dans une... pas 16 ans, Nedje. Ouais. Parce que vous voyez, donc, citer Nedje, c'est dépasser l'état d'aliénation dans lequel Nedje se trouve. Et c'est ça le rôle de la poésie. Ça, c'est la dignité. Métamorphose. Ça, c'est la dignité intellectuelle. Et pour la dignité concrète, matérielle, pour que Nedje puisse manger à sa faim, est-ce que le poète peut jouer un rôle déjà? Ou bien s'il ne peut pas, qui peut faire ça, Rodney? Et le poète peut, en fait, intervenir dans l'espace public. Mais il ne faut pas donner des ordres au poète. Le poète ne reçoit d'ordre de personne. C'est pourquoi il est poète. Il est poète parce qu'il a une liberté, il a une souveraineté qui fait qu'il pense que les mots sont au-dessus de tout. Donc, il faut le laisser libre. Il faut le laisser libre de ses actions. Et il ne faut pas donner à l'action une finalité. C'est-à-dire que le poète ne peut pas donner du pain. Donc le poète peut multiplier le pain, comme Jésus l'a fait. Donc, le poète peut multiplier le pain. Et je pensais à un poème où où quelqu'un donne des baisers à toutes les femmes qui sont tristes. Et la personne dit, j'aimerais bien embrasser les filles comme on donne du pain aux enfants qui ont faim. C'est extraordinaire. Tu t'imagines comment on peut trouver, donc voir une fille triste et puis donc, lui donner un petit peu de bonheur, un petit peu de baiser pour qu'elle continue la route. Et puis, en fait, le soleil devient plus grand après. Et puis, tu vois cette même personne transformée. Donc, le poète est dans une visée utopique. Le poète n'est pas dans ce réel-là. Il est justement poète
pour métamorphoser ce réel-là. Donc le poète est un magicien. Mais il faut pas réduire la magie aux besoins primaires. Donc, et la beauté, c'est un besoin primaire. Le poète peut aider à regarder la roue. Et regarder la roue, c'est créer l'espoir. Le poète peut créer les chemins de l'espoir. Et c'est ça qui est le fondement de la poésie. Jacques Roche, je t'écris cette lettre est le titre d'un autre recueil de poèmes que vous écrivez. Vous citez Kateb Yassine au début, et même fusillés, les hommes s'arrachent la terre. Et même fusillés, ils tirent la terre à eux comme une couverture. Et bientôt, les vivants n'auront plus où dormir. C'est un livre fort, un propos fort. Dites-nous qui était Jacques Roche. Quelle relation il y avait entre vous et lui et pourquoi il mérite cette lettre, même quand il est mort. Est-ce que le poème peut transcender la barrière qui sépare la vie de la mort? Oui, merci. Jacques Roche, c'est un ami, c'est un frère qui est décédé. J'étais à Montréal, on s'écrivait. On s'écrivait beaucoup. Jacques Roche venait de découvrir le courriel. Pour lui, c'était la révolution. Jacques Roche, c'est un poète. Donc, il était en train de travailler au journal le matin et il m'écrivait tous les jours, je lui écrivais. Il ne comprenait pas comment on peut écrire une lettre à quelqu'un et à l'instant même, la personne reçoit la lettre. Il ne comprenait pas ça. Il utilisait l'Internet, mais il ne comprenait pas. Pour lui, c'était un miracle. Donc, et il me parlait d'Haïti, il me parlait des problèmes d'Haïti. Et en fait, les pays, ce ne sont pas les paysages, ce sont les gens. Souvent, on prend le paysage, donc ça devient complètement touristique, ça devient complètement exotique, et on oublie les gens, on prend vraiment un décor. Et le pays, à un certain moment, c'était le visage de Jacques Roche, on s'écrivait. Donc on était en correspondance, on correspondait beaucoup. On s'écrivait des lettres de grande d'amitié, des lettres de fraternité, des lettres sur le pays. J'étais à Montréal, j'étais très triste en apprenant tout ce qui se passait de difficile en Haïti. On était en 2004-2005. Et on m'a appelé pour dire que Jacques Roche, je lui écrivais une lettre. Il m'a écrit une lettre et je devais répondre à sa lettre. Et je prenais un peu plus de temps parce que je savais qu'il publiait nos correspondances dans le journal, dans sa rubrique culturelle. Avant, je lui écrivais spontanément, mais quand j'ai appris qu'il publiait nos correspondances au journal, donc ça m'a un petit peu ralenti dans la vitesse d'exécution. Et j'ai un ami poète, Willem Zedouard, m'a appelé pour me dire que Jacques Roche a été kidnappé. Et puis après, 2 jours après, on m'a appelé pour me dire que Jacques Roche a été assassiné. Donc j'ai pleuré. Et j'ai pleuré et puis j'ai essayé de répondre à la lettre qu'il m'avait écrite. Et je lui devais une lettre, je lui devais la réponse à sa lettre. Mais je n'ai pas pu écrire. J'ai continué à pleurer pendant longtemps. Et j'étais à un festival de poésie de Medellín, en Colombie. Et c'est dans ce festival que j'ai lu un livre fabuleux qui parlait d'une situation horrible, d'une situation d'assassinat d'un poète, etc. Et la femme du poète qui refusait la mort de ce poète-là. Et ça m'a tout de suite fait penser à Jacques. Donc je pense que 4 ans après, 5 ans après, au festival de Medellín, quand j'ai lu ça, et puis ça m'a rappelé que j'avais une lettre, j'ai une dette. Et donc je me suis mis dans l'avion même à écrire cette lettre, donc de Medellín à Montréal, en passant par Miami, puis je me suis mis à écrire, Donc j'ai continué pendant 3-4 mois à écrire, mais vraiment à écrire, etc., à me laisser complètement habiter par Jacques Roche, par l'image de Jacques Roche, par le visage de Jacques Roche.
et essayer de voir entre Montréal et Port-au-Prince, qu'est-ce qu'il y a entre Montréal et Port-au-Prince? Qu'est-ce qu'il y a quand, en fait, on te dit que quelqu'un est mort et ce quelqu'un-là, le nom de la personne décédée, c'est un ami qui est précieux, un ami qui est cher. Donc, qu'est-ce que ça peut déclencher? Donc, j'essaie de poser la question, ça commence par meurt, ne meurt pas. C'est comme une manière de brouiller les pistes, de refuser la mort, de dire aux gens, de dire à Jacques Roche qu'il sera toujours vivant pour ceux et celles qui l'aiment. Et ce qui est fondamental, c'est que dans ce mois de juillet 2015, ça va être le 10e anniversaire de la mort de Jacques Roche, et on en parle beaucoup, on parle beaucoup de Jacques Roche, et je pense qu'il ne faut pas donner raison au bourreau. Et dans Jacques Roche, il y a une certaine lumière. Donc j'ai voulu que ce ne soit pas un livre triste. Je me suis beaucoup battu pour que ça soit, pour qu'on garde le rire de Jacques, pour qu'on garde de Jacques tous ses gestes. Et c'est ça que je voulais dans ce livre, parce que j'ai beaucoup fréquenté Jacques. On a eu et tout est remonté. C'est comme un frère qui a disparu. Et j'ai voulu garder en moi, donc tout autant que je vivrai, Jacques sera toujours présent en moi. Et autant que les gens vont continuer à lire ce livre, Jacques sera toujours présent. Sur la page 33 de ce livre, vous écrivez « À quoi as-tu pensé quand la mort cerne tes paupières ?» Pensez-vous que le mort peut, avant sa mort, penser cette mort? Et pensez-vous que nous autres, sujets vivants, nous pouvons développer une pensée sur la mort, un territoire que nous ne connaissons pas? Mais je pense que la mort, en fait, j'ai posé un certain nombre de questions à Jacques, parce que je sais qu'il y a une espèce de candeur chez Jacques, mais une espèce d'arrogance par rapport à tout ce qui est des formes de violence étatique, par rapport à tout ce qui est, en fait, je veux dire, le macoutisme primaire. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le visage de Jacques Roche, et je me suis dit, quels devaient être ses derniers mots? Quelle devait être sa dernière pensée? Comment a-t-il injurié le bourreau? Comment a-t-il refusé la vie au bourreau? En disant au bourreau, je ne sais pas ce que c'est que mourir. Je ne pourrai pas mourir. Et c'est ça, les mots. En disant que je ne sais pas ce que c'est que mourir, vous ne pourrez pas me tuer. Frappez-moi si vous voulez, mais vous n'aurez pas ma mort. C'est un défi. Parce que c'est lui qui porte la vie. Et c'est lui qui va démultiplier la vie, puisque la mort de Jacques nous a rappelé à l'essentiel de nous-mêmes. Et dans un sens, il a raison, parce que nous ne pouvons pas connaître la mort, parce que nous ne sommes pas capables de développer une conscience de la mort. On ne peut pas dire « je me meurs ». On ne peut pas se constater mourir. Oui. De là, nous ne mourrons jamais, parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre la mort et nous. Oui. Donc il ne saura pas quand il va mourir. mais j'adore une question que vous posez dans votre prologue. Vous dites « que peut le poème pour garder en nous la lumière ?» Moi, je vous pose la question. En fait, le poème mais vous le retourne poème votre question. les poètes sont des gardiens de feu. Il faut entretenir le feu. Parce que pourquoi on se lève le matin? On aurait pu choisir de ne pas se lever. Il y a des gens qui choisissent de ne pas continuer. C'est une route, c'est le chemin. Il y a des gens qui disent, vas-y, moi, je m'arrête là. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je ne veux pas continuer sur ce chemin-là. Mais pourquoi? Et parce qu'il y a d'autres aubes, il y a d'autres soleils qui nous attendent. Et c'est fondamental de savoir, de se dire qu'il y a en fait d'autres soleils, qu'il y a d'autres causes, qu'il y a d'autres combats qui nous attendent dans la vie. Nous avons rendez-vous avec d'autres histoires. Nous avons rendez-vous avec d'autres amours. Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Sommes-nous des poèmes? Mais on doit le devenir. Et c'est ça, dans notre beauté, on est complètement des poèmes, ou bien on est le commencement d'un poème. On est toujours dans le commencement de quelque chose. Et c'est là que naît le poème. C'est là, quand on met la lumière sur quelque chose, donc on est dans le poème. Parce que le poème est clair.
Le poème est clair. Le poème a pour fonction de nous faire voir mieux les angles, de nous faire voir mieux les choses. Donc il y a un acte de voyance dans la poésie. Et c'est ce qui nous tire vers la roue. C'est ce qui nous empêche de nous enliser dans la médiocrité. C'est ce qui nous permet d'aller à fond dans le langage de manière absolue. Et c'est les lettres, et là je pense aux 5 lettres de Georges Casturat. Vous voyez donc, dans les 5 lettres, on s'en sort transformé. Et c'est ça le miracle de la poésie, cette métamorphose. Pourquoi le poème n'est pas un roman? Mais parce qu'il n'est pas un roman, parce qu'il n'a rien à raconter, il dit tout. Le poème est dans l'absolu, alors que le roman raconte une histoire. Le poème nous irrigue, alors que le roman nous tient par la main, avec des personnages, le roman est dans la vie ordinaire, alors que le poème nous met dans une situation utopique. Le roman est dans un appel au temps et appel à l'espace différent, alors que le poème nous foudroie. Vous voyez, ces deux sensations nettement différentes. Nous sommes dans votre chambre d'hôtel. Est-ce que vous pouvez écrire dans cette chambre d'hôtel? Ou bien est-ce que pour écrire, il vous faut un espace approprié? Et quel est votre rapport avec cette chose que les hommes appellent la chambre? Moi, je préfère la nature à la chambre. Je préfère un parc, je préfère être sous un arbre. Et la chambre, c'est pour me cacher. Et je pense qu'on écrit dans la foule. On écrit. Et ce que j'appelle écrire, c'est pas transcrire, c'est pas transcrit. Quand on écrit, c'est le résultat de quelque chose d'autre. C'est qu'on a été nourri. Et puis on entre dans une chambre, on est seul pour écrire, pour transcrire ce qui nous a été donné. Ce qui nous a été donné, ce sont ces images qu'on a captées quand on est dans une rue, quand on regarde le sourire d'une femme dans une fenêtre, quand on voit jouer des enfants sur une place, quand on regarde une pleine lune, quand on voit des gens autour d'une piscine, quand on voit des gens qui ont faim et qui disent demain, malgré cette situation de désespoir, puisqu'on en parlait tantôt. Donc quand on regarde, comme dans ce tableau, ce bleu, si bleu, et c'est ça, et ça, tout ça, ça rentre en nous, et puis ça fait sa route en nous. Malgré nous, ça fait sa route. Et puis un jour, on se met autour de sa table de travail, et puis on reste là. On reste vissé à sa table de travail, donc on retranscrit. On essaie de dire le monde à partir de tout ce monde qui nous a été communiqué. Et c'est ça, ce dialogue. Le dialogue, le monde nous donne. Parce que ce que j'écris, j'ai parlé beaucoup d'Amazonie, mais les pirogues, c'est un ensemble, c'est un univers. Donc c'est entrer dans des univers et ensuite sortir pour écrire. Et laisser ces univers vous pénétrer. Parce que c'est intéressant aussi. Puisque le journaliste fait des reportages, mais le poète laisse maturer les mots et les choses. Dites-moi un mot que vous aimez. Un mot. Un mot que vous détestez. Le mot détesté. Une couleur que vous aimez. Le bleu. Si on vous dit, dans les secondes qui viennent, vous serez aphasique, quel serait votre dernier vers? Moi. Mesdames Complètement et mégalomanique. Mesdames et messieurs, Rodney Saint-Éloi, poète, éditeur, vous faites bien de regarder cette émission. Restez dans le bonheur, vous êtes des gens de lettres.